Voilà, on est reparti. Donc, vous avez tous été mis en mute, mais vous pouvez réagir par chat. À certains moments, je vous poserai des questions sur votre implication actuelle dans cette situation. Donc, n'hésitez pas à réagir via le chat. J'ai entendu un son, donc je pense que quelqu'un est en mute et là, je ne peux pas vérifier. Donc, s'il vous plaît, coupez votre micro, ceux qui le seraient encore et qui seraient rentrés en cours de présentation. Donc, qui suis-je d'abord? Christian Vrindt. Je suis psychothérapeute et également formateur et coach. Donc, j'ai une partie de mon activité qui se situe au niveau des entreprises et une partie pour les particuliers. Donc, je suis spécialisé en prévention et en prise en charge du burn-out. J'ai été formé à l'IFTS et l'IPBO. J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans la gestion en petites et moyennes entreprises, mais également en multinationales. J'ai fondé en 2005 une entreprise qui est active dans tout ce qui est bien-être au travail et pour lequel la mission est vraiment la promotion du sens et du bien-être au travail. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place des solutions intégrées dans les entreprises au niveau donc du bien-être au travail. Nous faisons ça de plusieurs manières, sous forme de services en entreprise. Ça veut dire des cours, des formations, des cours de sport d'ailleurs également, et du coaching. Donc on a une équipe en plus ou moins de 50 personnes qui sont soit coach, à la fois coach de vie, mais aussi coach sportif, des psychologues et des conseillers en prévention. Je suis moi-même un peu des trois, en tout cas pas psychologue, mais psychothérapeute. Et mon objectif principal au niveau personnel, c'est vraiment de co-créer un monde du travail meilleur. Et mes idées là-dedans sont de remplacer, de changer le jeu, de remplacer les ressources humaines en les transformant en ressources de l'humain, de passer du ROI, le fameux Return on Investment, en Return on Improvement, donc pour évoluer, et des KPIs, les Key Performance Indicators, au Key People Implication, parce que je pense que l'implication est bien plus essentielle que la partie financière. Donc, au niveau du contenu, j'ai choisi de parler aujourd'hui du burn-out parental et de vous donner certaines possibilités d'évolution à ce niveau-là, d'éviter le burn-out, mais j'ai pris ça sous l'angle général, holistique, on va dire. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de considérer que le burn-out est vraiment quelque chose qui se met en place de manière vraiment générale. C'est un contexte, c'est contextuel. Et donc, je ne me vois mal de ne vous parler que des solutions directement avec vos enfants. Il va donc y avoir des parties de solutions qui seront directement pour votre bien-être personnel, pour l'organisation à la maison, au niveau des espaces personnels, des espaces professionnels, etc. On va évoquer tout cela durant une demi-heure. Passons donc aux symptômes du burn-out parental. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le burn-out de manière générale, parce que nous n'avons que 30 minutes, mais il est vraiment important en tout cas de rappeler que le burn-out est un syndrome d'épuisement, ça vous le savez, qui est multifactoriel. Il est en effet lié à la personnalité, à l'environnement sociétal et à l'environnement organisationnel. C'est un trouble qui est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, contextualisé. Et le contexte actuel est particulièrement inédit. Donc, les principaux symptômes du burn-out parental sont une grosse fatigue émotionnelle et physique, une perte de plaisir à tous les niveaux et je dirais même une perte de joie. La charge mentale, en fait, est telle qu'on ressent une forme de saturation qui fait que la simple idée de devoir s'occuper des enfants est ressentie comme pénible. Et donc, on arrive à une forme de distanciation mentale par rapport aux enfants qui fait qu'on fonctionne comme sur pilote automatique. On n'est donc plus capable de vivre des moments de qualité et on rentre dans une parentalité froide dans laquelle on se déresponsabilise
et dans laquelle on se tient au strict minimum. Alors, ce qui est assez particulier à ce niveau-là, c'est que dans les autres sphères de la vie, c'est-à-dire le travail, les loisirs, avec les amis, etc., la personne en burn-out parental peut très bien s'investir tout à fait normalement, voire même plus en fait. C'est vraiment marquant. Il y a un contraste complet entre le parent qu'on est en burn-out et le parent qu'on était avant. C'est-à-dire qu'en situation de burn-out, ce qui est vraiment important de se rendre compte, c'est que des choses qu'on va ressentir envers ses enfants, des fatigues qu'on va ressentir, etc., un agacement, eh bien, on peut le ressentir en tant que parent au jour le jour. Bon, c'est vrai que ça ne nous amuse pas de le dire et d'en parler, mais c'est clair qu'il y a des jours où on a bien envie de les passer par la fenêtre, c'est clair, soyons honnêtes. Mais ici, le problème du burn-out, c'est que ces situations, ces sensations deviennent quotidiennes. Et c'est donc ce qui est très particulier et très contradictoire, donc cette capacité pourtant à être bien impliqué dans les autres sphères de la vie, et au contraire même de s'impliquer beaucoup plus fort, comme je le disais, et ce qui montre que le problème est vraiment parental. C'est-à-dire qu'on va, c'est horrible à dire, mais en tant que parent, on va aller jusqu'à allonger ses journées, ses absences, par exemple, pour aller au sport, pour aller travailler effectivement, pour finalement éviter d'être avec les enfants. Et donc, ce qui est assez atroce aussi, c'est qu'en situation de burn-out, on ressent finalement en plus de la honte et de la culpabilité. Parce que dire d'un point de vue sociétal qu'on est épuisé en tant que parent, dans son rôle de parent, est mal vu. Et puisque finalement, les enfants sont vus comme quelque chose de... les enfants, c'est la famille, les enfants, ce sont des plaisirs, des joies, des jeux. Quoi de plus beau qu'un enfant? Et donc, dans cette situation-là, comment oser dire qu'on est en situation vraiment de stress par rapport à eux? Alors, est-ce que c'est un problème sérieux? Ben oui, c'est un problème sérieux. Au niveau prévalence, en France, on parle de 5% de parents qui sont en burn-out parental. En Belgique, on parle carrément de 5 à 7%. Ça veut dire quand même 150 000 à 210 000 par an, ce qui est quand même assez énorme. Et la situation actuelle n'est pas là pour arranger les choses. Le burn-out parental a des conséquences à plusieurs niveaux. D'abord pour le parent lui-même, puisque le niveau de cortisol va augmenter. Le cortisol, comme vous le savez, c'est l'hormone du stress. Et on va ressentir des troubles somatiques de type maux de dos, migraines, douleurs diffuses. Au niveau du couple, évidemment, on va arriver à plus d'irritabilité entre les partenaires. On va arriver à des conflits, sans parler de la baisse, voire l'absence de libido. Mais évidemment, c'est les enfants aussi qui vont en prendre pour leur grade à ce niveau-là. Puisqu'on est en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tellement peu d'énergie qu'on n'arrive plus à se connecter aux émotions des enfants. Et on va passer à côté de choses très importantes comme ne plus prendre les rendez-vous médicaux, ne plus effectuer une surveillance éducative minimum. On va passer à côté de l'anxiété vécue par nos enfants et même peut-être ne plus entendre des plaintes de type harcèlement. Finalement, on rentre dans une forme de parentalité froide, de la négligence. Et évidemment, malheureusement, l'agressivité et la violence verbale, parfois même physique, est souvent au rendez-vous. Alors, ça va passer par des cris hystériques, mais aussi par des paroles qu'on regrette, comme du type la vie serait bien plus facile si tu n'étais pas là, si tu n'étais pas né, et des paroles qui évidemment laissent des cicatrices aussi graves, voire pires, à certains moments que certains coups physiques. Mais comment on en arrive là? En fait, c'est une question d'équilibre, ou plutôt de déséquilibre. Si on regarde la parentalité comme une balance, l'équilibre sain d'une parentalité saine existe en fait quand les ressources et le niveau de stress sont en adéquation, donc en équilibre. Et le burn-out arrive quand il n'y a plus assez de ressources pendant un temps trop long, c'est surtout le temps qui joue ici aussi, c'est pendant un temps trop long par rapport au niveau de stress. Alors évidemment,
tout ce qui concerne notre équilibre eh bien, est fortement influencé, oui, par nos besoins fondamentaux. Donc, ce qu'on assiste actuellement avec le Covid-19 et avec la situation de confinement, c'est un ébranlement de notre vie de la société, tant au niveau psychologique qu'au niveau privé, professionnel, financier, familial et social, jusqu'à nos loisirs, évidemment, puisqu'on est très restreint pour le moment. Et donc, c'est un ébranlement de la pyramide des besoins de Maslow. Qui dit nouvelle période, une autre période, cette période de confinement, une période inédite, dit évidemment un autre type de stress, c'est-à-dire qu'on va multiplier les stresseurs. Il y a le stress de ceux qui, par leur métier ou par la maladie, soit parce qu'eux sont malades, soit parce qu'ils ont un parent ou un proche malade, sont confrontés de manière directe à la pandémie. Il y a aussi le stress de ceux qui sont inquiets pour leur avenir professionnel et pour les conséquences financières de la situation. Et d'autres types de stress apparaissent. Celui de vivre en famille dans un espace restreint, en devant pourtant continuer à travailler, celui de manquer d'espace personnel et pour certains, celui de l'isolement. En fait, on a aussi une demande accrue de performance. La demande vraiment est décuplée. C'est-à-dire qu'en confinement, le nombre de stresseurs différents augmente et on ne peut plus compter sur nos ressources habituelles, puisqu'on a moins de sorties, on a moins de sport, on a moins de loisirs, moins de soupapes en général, voire même plus du tout. En confinement, on est dans une exigence de performance parentale et on multiplie les casquettes. On les concentre en plus dans un seul lieu, puisque tout se passe à la maison. On doit être parent et professeur, et on fait des tâches de plus en plus de tâches ménagères, évidemment, puisqu'on est tous les jours là, toute la famille est tous les jours à la maison, ce qui n'est pas le cas pendant les périodes habituelles de vie. Et en plus, on est en télétravail alors que les enfants sont là. Et on peut rajouter les « et », pas à l'infini, mais en tout cas, on peut rajouter beaucoup de stress différents. Comme tout à l'heure en début de présentation, puisqu'on n'arrivait pas à se loguer. Donc, on doit effectivement devenir en plus des pros du net, des pros de la visioconférence. Et donc, il est quand même très difficile finalement par rapport au job habituel de veiller à son propre équilibre, à l'équilibre de sa vie privée et de sa vie professionnelle. Mais comment éviter le burn-out du coup? En fait, tout ce qui tend à retrouver l'équilibre est bon à prendre. Par contre, je vais vous dire, il n'y a pas de recette miracle, mais je vais vous indiquer des pistes à adapter en fonction de vos situations particulières. À certains moments, je vous inviterai à réagir par chat. Vous pouvez d'ailleurs déjà le faire sans problème, pour voir ce que vous avez déjà mis en place. Donc, n'hésitez pas et partagez votre expérience. Alors, tout d'abord, on a un besoin de contact social. Donc, c'est vraiment le moment de garder le contact de manière informelle, bien entendu, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens de se voir, mais avec notre famille, avec nos amis, avec nos collègues. Et je dis bien de manière informelle, parce qu'évidemment, les contacts actuels avec les collègues sont de plus en plus fréquents, puisqu'on a beaucoup de vidéoconférences, que ce soit des réunions en ligne, des présentations en ligne, des formations en ligne. Mais il y a des choses plus importantes finalement pour garder ce contact, c'est celui-là qui nous manque. C'est le contact vraiment, le contact plus humain que professionnel. Alors certaines entreprises ont d'ailleurs mis en place des pauses café virtuelles, mais pourquoi pas le faire en privé, des apéros virtuels et pourquoi pas des happy hours virtuels. Par contre, justement, il y a quelque chose qui m'a marqué ces jours-ci et j'ai été assez étonné d'ailleurs de voir des gens que je connaissais un peu plus personnellement sur Facebook, de lancer des challenges comme vous avez certainement vu passer. On nomine 4 personnes pour boire 4 verres d'alcool cul sec. Il faut quand même savoir apparemment que ce stupide challenge a déjà fait 5 morts en Belgique. Donc,
je vais vous pousser à prendre, je vais trouver très sympa de vous dire de faire des apéros virtuels entre amis, mais du binge drinking et compagnie, ce n'est pas vraiment ce que je pousserais à faire. Alors, un moyen, il y a des choses très importantes au niveau de l'organisation à la maison. Donc, je vais vous parler du burn-out parental par après, donc je vais parler des enfants, mais il y a vraiment une partie qui est vraiment organisationnelle et qui vous concerne en premier lieu. Donc, organisez votre espace personnel. C'est vraiment le moment de prendre soin de vos propres besoins. Et pour ça, il faut mettre des choses en place. Donc, pourquoi prendre en compte vos propres besoins? Mais c'est vraiment le principe, en fait, des consignes de sécurité dans les avions. Donc, on demande clairement à la mère de mettre en premier son masque à oxygène avant de le poser sur le visage de son enfant. Ce n'est pas de l'égoïsme, hein, c'est de la sécurité. Parce que, comme pour les pompiers d'ailleurs, si vous ne mettez pas votre sécurité en premier, comment pouvez-vous sécuriser les autres? Alors, dans la mesure où c'est possible, et selon l'espace dont vous disposez à la maison, il sera donc important d'adapter votre quotidien à vos besoins et aux besoins des autres, évidemment, aux besoins de la famille, en créant de nouvelles routines, de nouvelles habitudes, de nouvelles règles, des règles de vie en famille, pour que chacun dispose, par exemple, d'un espace personnel suffisant. Donc, il faut aussi savoir que la mise en place de routines est un très bon moyen de réduire l'anxiété. Alors, il y a évidemment la partie aussi professionnelle. Donc, on va se créer un espace professionnel pour pouvoir travailler de manière efficace. Alors, idéalement, je vous dirais qu'il faudrait créer en fait une pièce qui soit uniquement dédiée au travail. Mais évidemment, ce n'est pas toujours évident. Donc, vous allez pouvoir transformer une de vos pièces ou un espace en bureau. Si vous n'avez pas de bureau, il va falloir aménager, vous pouvez aménager un coin dans la maison, que ce soit dans le salon ou ailleurs, un coin qui soit par contre clairement défini et délimité. Alors quand je dis délimité, vous pouvez délimiter ça de manière entre guillemets psychologique, avec un tapis, avec une bibliothèque, des plantes, peu importe, mais pourvu que vous ayez créé une barrière psychologique, une sorte d'espace vital comme vous pourriez le faire justement pour votre espace personnel et mettre en place des règles. Donc, au niveau de l'organisation de votre télétravail, s'il y a bien un truc qui est important, vous voyez 3 photos ici, s'il y a bien un truc qui est important, c'est de ne pas transformer votre canapé en lieu de travail. En ce sens que c'est bien agréable, on est probablement très bien assis dans son canapé, quoique, regardez la personne au milieu, je ne suis pas certain que son dos tienne le temps bien longtemps, si elle devait travailler comme ça pendant des mois. Mais aussi parce que chaque lieu doit garder sa fonction. Travailler par exemple sur la table de salle à manger, c'est probablement mieux déjà que dans le canapé, sauf que ce n'est pas un lieu fait pour à l'origine. Donc si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix, mais si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Et donc, autre chose, c'est ne changez pas de lieu de travail dans votre maison. Choisissez un lieu qui est un lieu professionnel et qui ne sert qu'à ça. C'est une question vraiment d'organisation. Et c'est une question qui psychologiquement a une grosse influence, un gros impact sur la manière de fonctionner en temps de confinement. Alors, je passe rapidement sur les outils adéquats, mais c'est vraiment un point également important. Ce n'est par exemple pas le moment de faire des économies sur l'abonnement Internet, puisque toute la famille s'y connecte en même temps. Et donc, faites en sorte d'avoir une connexion Internet qui soit suffisante. Installez donc un vrai bureau ou une station de travail pour un ordinateur portable. Multipliez les rangements pour pouvoir vous organiser. Donc, si vous avez créé un lieu pour travailler, un coin pour travailler, faites en sorte d'avoir de quoi vous organiser au mieux et ne pas avoir excusez-moi l'expression, un fouillis, un capharnaüm dans lequel vous ne trouvez pas vos documents. Et pourquoi pas afficher vos idées sur le mur. Alors justement, là, je voudrais vous demander de réagir par rapport, donc via chat, déjà sur ce que vous avez déjà mis en place à ce niveau-là. S'il y a des choses que vous avez, voilà, je vois. OK. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous avez déjà mis en place, si c'est le cas.
Ça n'a pas l'air de vous donner... Alors, soit personne n'a jamais rien fait encore, n'a jamais rien mis en place, soit on va passer au slide suivant. Voilà. Ok, je vois. Maintenant, ça réagit. Donc, un planning journalier, c'est la clé. C'est Alexia qui nous dit ça. Et effectivement, un planning journalier, on va en parler plus tard, c'est effectivement la clé. C'est essentiel. Tant pour vous, donc vous fixez des règles et de vraiment travailler à votre équilibre vie professionnelle, vie privée, même si je brûle des étapes. Mais effectivement, Alexia, tout à fait d'accord, c'est essentiel. Alors, je travaille dans mon bureau le plus souvent, nous dit Dimitri, mais effectivement, c'est très important de travailler dans son bureau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, quelqu'un qui dit, je vois Brigitte qui dit, pas d'espace dédié, essayez vraiment de créer un espace qui soit vraiment bien délimité, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, je vois un espace pour lire, un espace pour manger, un autre pour travailler et des horaires. Alors, je ne sais pas qui parle, c'est 32 486. Bon, désolé, je ne peux pas vous appeler par votre prénom, mais effectivement, ça, c'est très important. Alors, Isabelle nous dit que chacun a son coin uniquement le matin. Ben, c'est déjà très, très bien. Si vous avez vraiment un moyen à des moments de la journée d'avoir chacun votre coin, c'est essentiel. Je vois un horaire pour les enfants, eh bien, on va en parler également. C'est effectivement très important. Virginie, très bien, un espace de travail, un espace de yoga et de méditation, excellent. Voilà, Christelle qui parle de horaire de travail de 10 à 12, puis une balade, et puis on retravaille de 14 à 16. C'est parfait, et un partage des tâches. Bon, mais je vais demander finalement à certains d'entre vous de faire la présentation à ma place, parce qu'il y a des choses qui suivent, qui abordent effectivement ces points-là. Vider la table des accessoires du bureau quand on mange, très bien. C'est un moyen si effectivement c'est le seul endroit où vous pouvez travailler. C'était peut-être un peu contraignant, mais malheureusement, on n'a pas tous l'occasion d'avoir un coin complètement dédié. Difficile de faire respecter les espaces de travail par les enfants, ça je suis tout à fait d'accord, Sophie. Et pourtant, il va falloir essayer de leur mettre des règles. Alors, on va continuer la présentation. Donc, effectivement, organisez votre temps. Donc, c'est votre temps, mais c'est celui de vos enfants, on en parlera plus tard. Pourquoi? Pour justement respecter votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Planifiez, mettez un début et une fin de travail. Trop souvent, évidemment, les indépendants connaissent ça très très bien, mais même les gens qui sont déjà en télétravail ont trop souvent la tendance à... D'habitude, on disait avant, ramener du travail à la maison, mais évidemment, ici, quand on est en télétravail, forcément, on amène tout son travail à la maison. Donc, c'est vraiment de mettre un début et une fin de travail. C'est essentiel. Faire des pauses, faire ce que j'appelle des rendez-moi, c'est-à-dire des rendez-vous avec vous-même. Donc, c'est très important qu'il y ait du temps que pour vous. Soyez à certains moments égoïste pendant la journée. De l'activité physique, on y reviendra. Et c'est encore plus vrai quand on est parent. Là, à ce niveau-là, écoutez, je vous posais la question, mais il y en a qui ont déjà répondu. Maintenant, n'hésitez pas si vous voulez encore rajouter des choses par rapport à ça. Je vois encore de la structure, dit Dimitri, et encore de la structure, tout à fait, essentiel. Virginie nous dit difficulté à couper le GSM en dehors des moments de travail. Oui, ça, malheureusement, c'est le problème en fait du GSM, c'est que c'est devenu assez finalement autant notre moyen de travail que notre moyen de communication habituel. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai mon comptable qui travaille avec moi, en tout cas un assistant qui travaille là-bas, que je connais depuis des années, qui, comme il était en confinement, m'a appelé aujourd'hui de son GSM. Ça veut dire que pendant 3 ans, je n'ai pas connu son numéro de GSM. Et là, maintenant, vu le confinement, je le connais. Alors, le risque, mais ça ne dépendra que de moi, évidemment, mais le risque, c'est que si j'ai besoin de quelque chose, je le dérange en période normale, que je le dérange aussi quand j'ai besoin d'une information en l'appelant sur son GSM. Ok, voilà, je ne vais pas le faire parce que je pense que par respect, je ne peux pas, mais c'est vrai, c'est difficile de faire la part des choses à certains moments. Donc, en tant que parent, c'est encore plus compliqué, évidemment. Mais qu'est-ce qui est important? La première chose que je vous dirais, c'est faites-vous confiance et faites confiance.
Donc, être parent, c'est stressant en soi. Et ça demande beaucoup d'adaptabilité. Or, dans la période actuelle, s'il y a bien quelque chose dont on a besoin, c'est d'être capable de s'adapter. Laissez-vous le temps de vous adapter à cette nouvelle situation. Je sais qu'on est déjà plus d'un mois plus tard, mais c'est normal s'il y a encore des choses pour lesquelles vous n'êtes pas encore rentré dans la routine à ce niveau-là. En tout cas, faites-vous confiance. C'est normal de ne pas y arriver tout de suite. Répartissez les tâches. Voilà, tout à l'heure, l'une d'entre vous parlait de répartir les tâches. C'est effectivement, dans certaines familles, c'est déjà le cas et depuis bien avant le confinement. C'est une règle qui existe dans certaines familles depuis toujours. Mais la répartition des tâches devrait être claire. Et comme cette situation est exceptionnelle, c'est vraiment le moment de créer et de revoir la charte des tâches à vous répartir entre parents et enfants, y compris les plus petits, évidemment, dans la mesure de leur capacité, bien entendu. Ça veut dire qui va aider à mettre la table, à la débarrasser, à vider la vaisselle, à plier le linge, qui va ramasser les jouets qui traînent par terre. Ça, c'est peut-être justement une très bonne tâche pour les plus petits. Les tâches peuvent évidemment tourner d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Ça, en tout cas, c'est une très belle occasion de développer l'entraide et la collaboration dans la famille. Alors, une chose vraiment importante, ce n'est pas, je vous parle de structurer les journées de vos enfants, ce n'est pas parce que vos enfants sont à la maison que vous devez passer des journées entières à jouer avec eux. En temps normal, à l'école va rythmer le temps. Ici, on est dans une période déstructurée. Les enfants peuvent très bien se sentir tout à fait désœuvrés et le risque, c'est qu'ils viennent vraiment chez vous de plus en plus pour avoir votre attention parce que soit ils s'ennuient, soit en tout cas, ils sont un peu perdus. Alors, instaurer des règles mais avec souplesse. Ça veut dire des règles de la souplesse au niveau du temps d'écran. C'est peut-être qu'à ce moment-ci, c'est clair que c'est difficile de les loger de l'écran, mais essayez plutôt de les orienter vers des choses plus intelligentes, on va dire, pas uniquement des jeux abrutissants. Soyez peut-être plus souple sur les heures de lever et de coucher, bien qu'il faille garder une structure, mais en même temps, peut-être que cette structure peut être un peu adaptée. Par contre, c'est clair que si vous fixez des règles, il faut les suivre. Au niveau des devoirs, chaque enfant n'a pas le même niveau d'autonomie ni d'ailleurs le même niveau d'opposition qui va varier d'un enfant à l'autre. Alors le but, ça va vraiment être d'éviter le conflit. Par contre, au niveau des devoirs, vous pouvez aussi trouver des solutions via des logiciels ludiques sur le web. Alors au niveau des difficultés, c'est peut-être pas le moment justement effectivement de rentrer dans le conflit. On se souvient qu'il y a quelques années, on a eu aussi comme ça une période sans école pendant un bon bout de temps. On a cru que ça allait être la catastrophe, ça ne l'a pas été. Finalement, c'est vraiment en cas de difficulté, ce que je vous proposerais moi, c'est plutôt d'informer le professeur, mais d'éviter de faire de ces difficultés un sujet de tension supplémentaire. Soyons confiants justement et disons-nous qu'une fois la reprise des cours, la remise à niveau aura lieu. Alors, surtout, renoncez à être une superwoman ou un superman. Certains parents aimeraient bien pouvoir continuer à télétravailler et à être des parents disponibles et à remplacer les professeurs. Donc, d'être un travailleur parfait, d'être un parent parfait, d'être un professeur parfait, un époux parfait, tout ça en même temps, on sait bien que ce n'est pas possible. Donc, c'est impossible sous peine de filer en fait tout droit vers le burn-out. Donc, ici encore, je vous dirais, choisissez votre combat et acceptez que choisir, c'est renoncer. Alors, s'il y a bien quelque chose d'important, c'est vraiment d'arriver là, à ce niveau-là, de lâcher prise. Vraiment, je sais que ce n'est pas quelque chose d'évident de lâcher prise, mais il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir d'impact. Donc, plutôt que de vous battre à ce niveau-là, choisissez vraiment les lieux, les actions que vous pouvez entreprendre et qui auront un impact. Au niveau du couple, surtout veillez l'un sur l'autre. Prenez du temps pour vous. Alors, quand vous prenez du temps pour vous, c'est chacun d'entre vous pour lui-même et du temps pour vous deux, bien entendu. Encore une fois, il faut en partie être égoïste. Il faut que vous ayez des choses qui ne vous concernent que vous. Je vois qu'il y a une réaction là. Ah non, c'est quelqu'un qui rentre en cours de formation.
Un petit instant parce que j'ai... Voilà. Et donc, ayez aussi du temps à vous deux. Alors, un petit mot sur les troubles de l'attention. C'est clair que si vous avez des enfants qui ont un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, en temps normal, c'est déjà compliqué. Mais alors, effectivement, actuellement, les provocations, les oppositions peuvent être encore plus fortes. Donc, je dirais quelques conseils à ce niveau-là, c'est vraiment d'essayer de prendre du recul, de ne surtout pas rentrer dans l'escalade et d'éviter le conflit. Essayez de faire en sorte que, en cas d'opposition forte et de bonne crise, d'amener l'enfant à se calmer dans une autre pièce et de reparler de la situation à froid. Surtout, aller vers du renforcement positif. Alors, qu'il y ait vraiment une vraie bonne action, un vrai bon comportement ou pas, en tout cas, essayez de plus en plus de valoriser les comportements adaptés et de féliciter l'enfant. Dites-lui que vous êtes fier de lui, même si finalement, dans l'absolu, vous avez l'impression que ça n'a pas fait grand-chose. Mais c'est vraiment le moment d'amener l'enfant à croire en lui, à avoir confiance en lui et surtout d'éviter les conflits. Alors, au niveau du travail, une remarque très importante qui, vraiment, que dans le fait du coup de ne pas être un Superman ou une Superwoman, mais surtout, je l'ai entendu, c'est pour ça que j'ai intégré la remarque, ne vous excusez pas auprès de votre manager si vous êtes, si vous travaillez pour un manager et que vous êtes en téléconférence, en télémeeting, vraiment ne vous excusez pas si votre enfant fait du bruit durant la visioconférence. J'ai entendu du bruit tout à l'heure, c'est vraiment pas le moment de commencer à s'inquiéter de ça. Au contraire, je dirais que le conseil serait pour les managers d'inviter les enfants et à venir dire bonjour plutôt, même si après les règles sont, on ne va pas commencer à jouer avec eux, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Équilibrer vos journées. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place avec vos enfants au niveau des règles? Certaines choses ont déjà été dites, mais peut-être qu'entre-temps, il y a d'autres idées qui sont sorties. Au niveau des tâches, qu'est-ce que vous avez fait déjà comme partage des tâches? Au niveau des jeux, au niveau des limites, de vos limites. N'hésitez pas à m'envoyer des messages par chat. Voilà, je regarde qui a réagi déjà. Des bons moments pour soi, avec son ou sa partenaire, des moments avec les enfants, nous dit Cédric. Tout à fait. Effectivement, ça c'est vraiment important de pouvoir faire la différence et d'avoir des moments en famille, des moments pour soi seul, aller rouler à vélo, aller courir, aller marcher, que sais-je. Des moments avec son ou sa partenaire, effectivement, c'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure. Alors, je vois ici Odile qui nous dit beaucoup de stress des parents au sujet du scolaire. On est d'accord, c'est clair que ça fait peur. Et si on se posait la question autrement, et si on se disait qu'une année perdue, finalement, c'est pas grand-chose, si vraiment elle devait être perdue, parce que je ne suis même pas sûr que tant d'enfants que ça vont perdre une année à cause de ce moment de confinement. Mais ayons confiance. Finalement, c'est quoi une année ou quelques mois ici, en l'occurrence, dans une vie? C'est vraiment pas des masses. Difficile de gérer les disputes des enfants, Sophie. Oui, effectivement, j'imagine que ce n'est pas la chose la plus aisée. Il faut vraiment en fait pousser à trouver des activités qui leur permettent de se calmer aussi. Des activités où ils peuvent se donner. Alors, oui, il y a plein de choses qu'on peut encore faire malgré le confinement, malgré les règles sanitaires. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en extérieur. On peut aller se balader. Je vais parler du sport tout à l'heure en vitesse. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et donc c'est vraiment le moment de sortir avec eux. Trouvez-vous des moments où ils peuvent se donner à plein dans un parc, même en forêt. Alors je sais qu'on n'est pas censé aller trop loin de chez soi, donc si vous n'habitez pas près de la forêt ou près d'un parc, c'est peut-être plus compliqué. Mais effectivement, pour reprendre Dimitri qui dit il y a mille et une manières d'apprendre quand on est enfant, et c'est tout à fait vrai. Et donc, il y a aussi mille et une manières de s'occuper et de s'activer.
Donc Dimitri rajoute, ils apprennent aussi à travers cette expérience de confinement, mais pas comme à l'école. On est tout à fait d'accord, Dimitri. Et donc ne vous inquiétez pas trop pour ceux qui n'aient pas appris à l'école. Voilà, ils auront tout le temps d'apprendre. Alors, là tout d'un coup ça s'accélère, donc je ne sais pas lire tout en même temps. Isabelle me dit, je suis enseignante et je vous assure que les profs s'adapteront à chacun l'année prochaine, mais je n'en doute pas. Merci, merci Isabelle de confirmer ce que je dis. Important et utile de faire le travail demandé, mais surtout profiter avec vos enfants. Ben voilà, un très beau message qui vient d'une enseignante. Prenez-en de la graine. Voilà, ça peut peut-être rassurer certains. Je vois aussi difficulté, oui, voilà. Comment ne pas intervenir par rapport aux disputes des enfants, ne pas se laisser interrompre par rapport aux disputes. Effectivement. Se dire que si les enfants se disputent, c'est qu'ils partagent des moments et des jeux ensemble. Oui, c'est vrai Virginie aussi, mais il vaut mieux qu'ils s'amusent aussi sans trop se disputer. Mais on est d'accord, les disputes font parfois partie du jeu. Le respect des heures de coucher pour les enfants n'est pas toujours évident car assimilation à un temps de vacances. Mais c'est un peu ce que je disais dans ces groupes. Effectivement, il faut garder une structure, mais il faut peut-être l'assouplir. Ok, on n'est pas en temps de vacances, et là je suis tout à fait d'accord, parce que sinon la reprise va être très difficile. Ça vaut pour nos enfants, mais ça vaut pour nous aussi. Mais un peu plus de souplesse peut-être n'est pas si mal. Comment ne pas intervenir ou ne pas laisser interrompre, dit Sophie. Je ne comprends pas si c'est une question ou, mais c'est vrai que c'est effectivement pas très, très facile de ne pas se laisser interrompre. Mais voilà, je pense qu'il faut expliquer aux enfants ce qui se passe et c'est pour ça que c'est important de créer des règles et des espaces bien limités au travail si c'est de ça qu'on parle. Accepter qu'il y a des moments d'ennui, cela fait naître la créativité. Alors, 32 486, puisque je n'ai toujours pas votre prénom, oui, effectivement, l'ennui est très important, je dirais même. Je pense que tout adolescent doit s'ennuyer s'il veut devenir créatif. Odile nous dit beaucoup de familles rencontrent des difficultés à structurer le quotidien sans la présence du rythme scolaire, c'est clair, mais ça commence justement par la structure pour soi-même en fait. Si vous mettez des règles en place, pour vous, ce sera plus simple de mettre des règles en place pour les enfants. Et puis finalement, n'oubliez pas que votre vie est déjà structurée en temps normal puisque vous avez des heures de lever, un moment où vous préparez les enfants pour aller à l'école, le départ à l'école, le respect des horaires, etc. Transposez-le simplement à la maison. Prendre le temps de discuter avec eux pour trouver un équilibre nouveau, entre guillemets, et je crois qu'on peut même enlever les guillemets, qui convient à tout le monde, du moins le plus possible, nous dit Inès. Oui, effectivement. Donc c'est vraiment beaucoup de communication avec les enfants, même si ce n'est pas toujours évident. Ici, on les gâte plus, un peu plus, pas de réveil, plus de temps devant les écrans, activités quotidiennes, promenade ou autre. Après le temps de travail, film en famille, le soir, ils acceptent mieux le temps de travail que de leurs parents. Pardon. Oui, effectivement, c'est ça, c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, un peu plus de souplesse, des règles, mais un peu plus de souplesse quand même, et ça permet de faire passer les choses beaucoup plus facilement. Alors, je vais passer à la suite. On a presque fini. J'ai gardé pour la fin la partie activité physique parce que finalement, c'est quelque chose qui peut paraître à la fois moins important et qui l'est énormément pourtant. Donc, il est essentiel pour le bien-être physique et moral de garder une activité physique quotidienne chez soi. C'est nécessaire et c'est possible avec les règles de confinement actuelles. Alors, chez soi ou dehors, ce qui est important, c'est de nouveau la structure. Donc, faites un cahier d'entraînement, sinon vous n'arriverez pas finalement. C'est trop facile déjà en temps normal de se dire je vais aller faire mon jogging ou ma séance de pilates, etc. Mais si on ne met pas de règles, c'est très facile de dire oh, mais aujourd'hui non, je ferai ça demain. On procrastine dans le sport aussi. Faites un échauffement. C'est pas parce que ça se passe à la maison que finalement il ne faut plus s'échauffer. C'est essentiel. Au niveau des activités physiques, gardez des activités douces et ce, maximum 1 heure d'effort physique par jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, trop d'activités ou une activité trop forte
est contre-productive, elle est mauvaise en fait au niveau de votre immunité. Par contre, une activité physique est essentielle pour votre immunité. Donc, n'allez pas trop dans les tours, je dirais, et faites des étirements par la suite. Bouger, c'est tout bénéfice. Alors, je disais donc un entraînement en aérobie, donc un effort d'intensité faible à modéré, pas plus. C'est très bon au niveau de votre santé cardiaque. Vous avez une meilleure distribution du sang vers le cœur et donc ça vous renforce le cœur, ce qui est essentiel puisque vous savez que ce Covid-19 a créé des problèmes au niveau respiratoire et cardiaque. Bon, évidemment, on sait tous que c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est sûr que ça aide. Ça améliore votre endurance cardio-respiratoire, votre force musculaire, ça augmente votre taux de dopamine, donc une diminution du stress. Le sport est un antidépresseur naturel. La dopamine, d'ailleurs, est un antidépresseur naturel. Et donc, vous allez améliorer votre immunité. Et alors, un truc important, c'est que ça brûle des calories. On voit souvent passer sur Facebook des images humoristiques par rapport à ça, par rapport au fait qu'après le confinement, ce sera difficile de rentrer dans le bikini. Ben voilà, faites du sport et vous pourrez travailler à ça. Alors, j'en ai fini pour cette présentation aujourd'hui. Je voudrais vous remercier pour votre présence nombreuse, pour vos réactions. C'est toujours très agréable de voir que les gens s'intéressent au sujet. Je vois d'ailleurs que j'ai 2 messages en plus. En 2 secondes. Oui, 2 secondes, effectivement. On vous entend. Mes enfants ont pris la nouvelle habitude de faire du sport le matin au lever via les tutos YouTube. Nous veillons également à faire de la course à pied et des balades à vélo. Ben, c'est parfait, voilà. Très bien, Cédric. Isabelle, c'est pour la... Attendez, parce que le chat a sauté. C'est pour la prévention du burn-out, mais pour les personnes qui vivent vraiment un burn-out, pas facile pour ces personnes. On est d'accord. J'ai effectivement pris le pli aujourd'hui de parler de prévention et pas de burn-out déjà avéré. C'est clair, on ne peut pas faire tous les sujets à la fois, mais ceci dit, le sport aide également en cas de burn-out. Eh bien, je vous remercie donc. Je vous donne rendez-vous, enfin, ce n'est pas moi qui vous donne rendez-vous, c'est Lucie Resto qui vous donne rendez-vous jeudi le 30, donc ce jeudi-ci, de 11h30 à 12h30 pour une initiation à la pleine conscience. Alors, on est à fond dans le sujet aussi. La pleine conscience peut aussi être un moyen pour vous d'améliorer votre situation en confinement et donc aussi est un très bon moyen par rapport au fait d'éviter le burn-out. Je regarde, il y a encore 1 ou 2 réactions. Merci à vous, merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Voilà. Bonne journée à tous. Bon confinement, bon déconfinement. Et en déconfinement, faites attention. L'Allemagne nous dit que le déconfinement a commencé et que ce n'est pas si positif que ça. Donc, soyez vraiment prudents et suivez les règles à ce niveau-là. Le port du masque, je pense. Je me suis permis, Christian, de rajouter ton l'adresse email sur le site web de psy.be dans les commentaires. Si des personnes veulent te retrouver par la suite, il est là donc dans les commentaires. Il y avait un slide là-dessus, mais voilà, je ne l'avais pas utilisé. Le voici. Mais ça fait plus partie de mes activités en entreprise là. Alors, encore un petit chat, encore un merci. Voilà, parfait. Voilà. Eh bien, passez une très bonne journée. Merci à toi pour cette présentation très intéressante avec des choses vraiment essentielles. Et merci à tout le monde d'avoir été présent cet après-midi encore une fois. Prenez soin de vous.